Merci de m'avoir invité ici. C'est un honneur pour moi d'être à la Cité des Sciences. Je voudrais vous parler ce soir de ces algorithmes qui nous trient. Donc, mon domaine de recherche, c'est l'algorithmique. Les algorithmes de tri, on les étudie depuis le début des études d'informatique. Mais les algorithmes pour trier des humains ont été appliqués beaucoup plus récemment dans des contextes sociétaux. Et cette année, j'ai été impliquée dans un projet particulier d'algorithmique dont peut-être vous avez entendu parler. Il y a eu quelques articles dessus dans les journaux. Je veux parler de Parcoursup. Je pense que le nom est familier à quelques-uns d'entre vous. Voici le problème. Vous avez d'un côté des étudiants qui cherchent des formations. Ils préparent le bac, ou peut-être ils ont passé le bac et ils cherchent à se réorienter. Ils cherchent des formations. De l'autre côté, des formations qui cherchent des étudiants. Il faut faire une correspondance entre les deux avec une plateforme qui les met en contact de façon à trouver une bonne affectation des étudiants aux formations. Alors, comment faire? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne affectation? Qu'est-ce que ça veut dire avoir une bonne affectation? Par exemple, vous pouvez avoir 3 formations à Paris, à Versailles, à Lille, avec 2 places et 1 place. Vous pouvez avoir 5 candidates, par exemple Anne, Berthe, Claire, Douce et Emma. Ils donnent leurs préférences respectives. Les étudiants candidates, les formations regardent quels candidats ils souhaitent recruter. Il y a un algorithme qui fait quelque chose. Et à la fin, on a une affectation. À Paris, il y aura Anne et Douce, à Versailles, Berthe et Emma, et à Lille, Claire. Alors, comment ça marche? Est-ce que cette affectation est bonne? Une bonne affectation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, d'abord, je vais vous dire ce que c'est qu'une mauvaise affectation. Regardez. Imaginez que Claire, concrétisée par un hippopotame, soit affectée à Versailles. Mais elle aurait préféré être à Lille. Et imaginez qu'Anne, concrétisée par une girafe, soit affectée à Lille, mais Lille aurait mieux aimé recruter Claire que recruter Anne. Ceci est instable. Instable parce que rien n'empêche l'étudiante Claire d'aller en dehors de la plateforme et de s'inscrire à la formation Lille. Rien ne les empêche de s'apparier l'un à l'autre en laissant tomber d'un côté Anne, de l'autre côté Versailles, du moment qu'ils se préfèrent mutuellement à leur partenaire actuel. On appelle ça, trouver une affectation où il n'y a pas de situation d'instabilité, on appelle ça le problème des mariages stables. La première application, le premier contexte dans lequel ça a été défini, c'est pour le problème des mariages, où vous avez des hommes d'un côté, des femmes de l'autre. Chaque homme a classé les femmes par ordre de préférence. Chaque femme a classé les hommes par ordre de préférence. On met tout ça ensemble et on produit une affectation, un mariage. Chaque homme est apparié à une femme et vice-versa, qui soit stable, où il n'y ait pas d'instabilité. Donc une bonne affectation, la première condition, c'est qu'elle doit être stable. En France, pour affecter les bacheliers, néo-bacheliers aux formations d'enseignement supérieur, vous avez environ 13 000 formations qui se trouvent sur la plateforme. Vous avez un peu plus de 800 000 étudiants qui s'inscrivent. Avec cette quantité d'étudiants et cette quantité de formations, il est impossible de faire cela de manière entièrement manuelle. Donc, il faut un algorithme. Donc voilà le problème. La solution. Comment résoudre ce problème? La solution, elle démarre d'idées qui ont été développées par 2 chercheurs, mathématiciens et économistes américains, qui s'appellent David Gale et Lloyd Stowell Shapley. Ils ont travaillé en économie mathématique. Ils ont écrit en 1962 un tout petit article, 5 pages,
qui esquisse, qui propose une solution, qui donne une méthode pour trouver un mariage stable. Ensuite, ces idées de base ont été reprises et développées dans toutes sortes de contextes et adaptées dans de nombreux contextes, dans de nombreux pays, par Alvin Roth. Et pour ces travaux, Roth et Shapley ont reçu en 2012 un prix Nobel d'économie. C'est dire à quel point ces idées ont eu un impact important. Quant à David Gale, il était décédé à ce moment-là. Alors voici, pour le cas des étudiants et des formations, voici comment marche ce petit algorithme. Au début, chaque étudiant classe les formations auxquelles il candidate, choisit où candidater et fait un classement par ordre de préférence. Chaque formation regarde les étudiants qui ont candidaté et les classe par ordre de préférence. Ensuite, tous les jours, on applique la méthode suivante. Tous les matins, chaque formation envoie une proposition à des étudiants. Si elle a 4 places libres, elle regarde les 4 premiers étudiants dans sa liste et elle leur envoie une proposition à tous les 4. Tous les midis, chaque étudiant regarde les propositions qu'il a reçues. Il regarde celles qu'il préfère. Il répond non à toutes celles qu'il ne préfère pas et il prend sa préférée et il répond oui. Enfin, oui, peut-être. Ce n'est pas un oui définitif, c'est un oui, peut-être que je vais y aller là. Et il refuse toutes les autres. Peut-être qu'il a déjà reçu une formation le jour d'avant, peut-être qu'il avait dit oui, peut-être. S'il reçoit une meilleure proposition qu'il préfère le lendemain, il va dire « Ah non, finalement, je ne vais pas aller ici, j'ai reçu une meilleure proposition ». C'est en quelque sorte, ce oui, peut-être, ce sont des sortes de fiançailles qui n'empêchent pas de continuer à regarder les possibilités. Tous les soirs, les formations font le bilan des réponses qu'elles ont reçues, les refus qu'elles ont essuyés, et mettent à jour leur liste. Donc si une formation a 4 places et qu'elle a reçu 3 réponses « oui, peut-être » et un refus, eh bien elle sait qu'elle a encore une place libre, donc le lendemain, elle va faire une nouvelle offre. Et ça continue tous les jours, de jour en jour, jusqu'à ce que ce soit fini, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'un jour, il ne se passe plus rien. S'il y a un jour où plus aucune formation n'essuie un refus, alors on a fini, c'est terminé, et tous les « oui, peut-être » deviennent « oui, c'est là que je vais aller étudier ». Et l'affectation est terminée. Donc ça vous donne le résultat, c'est une affectation stable. Donc ça, c'est la méthode de Gale et Shapley pour les formations et les étudiants. Dans le monde de la recherche en algorithmique, c'est un algorithme particulièrement simple. Vous pouvez voir, du point de vue d'une école, d'une formation, ce qui se passe, par exemple, disons, le 5e jour. Une école de capacité 4 a déjà fait des offres à Artémis, Barbara, Cunégonde, Delphine, Ève et Fabienne. Artémis, Cunégonde, Ève et Fabienne ont répondu non. Barbara et Delphine ont répondu oui, peut-être. Donc ça veut dire qu'il y a eu 2 oui. Il reste donc 2 places. Le 5e jour, la formation fait donc des offres aux 2 suivantes, Geneviève et Hélène, et puis le soir mettra à jour selon les réponses. Du point de vue de l'étudiant, si on regarde par exemple le 7e jour, l'étudiant a fait par exemple 9 vœux pour des formations, a reçu, disons, des offres pour les formations F2, F5, F7, F8, et si j'ai listé ces vœux par ordre de préférence, eh bien l'étudiant va dire non à F5, F7 et F8, et oui, peut-être, à F2, en attendant de voir si, peut-être, un jour futur, il y a une offre pour F1 qui va arriver. Voilà le principe de l'algorithme. Pourquoi cet algorithme est-il si populaire? Pourquoi a-t-il été appliqué dans de si nombreux contextes? La première de ses qualités, c'est qu'il n'y a pas d'instabilité. Donc il n'y a aucune paire qui souhaite changer par rapport au résultat final. La deuxième propriété, c'est que si les formations ont capacité 1, autrement dit, c'est comme si c'était des hommes et les étudiants des femmes,
Eh bien, les formations n'ont pas de raison de mentir sur leur classement. On ne peut pas avoir une formation qui se dit « Bon, moi, je préférerais les étudiants dans l'ordre B en premier, C en deuxième, A en troisième, mais peut-être que si je dis que mon classement c'est A, B, C, dans le résultat final, ce sera mieux pour moi. » Non, ça ne peut pas arriver. Si les formations ont capacité 1, il n'y a pas de raison qu'elles mentent. Pas de mensonge dans les classements des formations. Et puis, d'autres petites propriétés, c'est monotone, en ce sens que la situation d'un étudiant ne peut que s'améliorer au cours du temps. Au fil du temps, un étudiant reçoit de plus en plus de propositions. À chaque fois, il garde la meilleure de toutes celles qu'il a reçues jusqu'à présent. Donc, la proposition finale ne peut être que meilleure, au moins aussi bonne que celle qu'il a eue les premiers jours. Là, une autre propriété, c'est que là, je vous ai présenté ceci de manière très synchronisée. Chaque jour, il se passe quelque chose, tout le monde fait ça en même temps. Mais en fait, on peut très bien faire ça de manière asynchrone, où chacun répond quand il le veut. Et ça marche quand même, ça donne le même résultat, indépendamment de l'ordre dans lequel les propositions sont faites. Donc ça, c'est une propriété très confortable qui donne beaucoup de flexibilité pour adapter l'algorithme. Et puis, la méthode telle qu'elle est présentée est optimale du point de vue des formations. C'est-à-dire que le résultat est le meilleur possible parmi toutes les affectations stables possibles. Il y en a plusieurs en général. Je pense que l'idée originale, nouvelle et essentielle de Gale et Shapley, c'était l'idée d'autoriser les changements d'avis de la part des étudiants. Ce oui, peut-être. Parce que si un étudiant qui répond oui, son oui l'engage, alors le lendemain, il risque de recevoir une proposition qu'il aurait préférée et d'avoir des regrets. Mais avec la possibilité de changer d'avis plus tard, ça veut dire qu'on peut répondre oui sans crainte de se fermer des portes à l'avenir. Donc de ce point de vue-là, c'est un bel algorithme très simple et élégant. Ça a été utilisé en premier au début pour les affectations d'étudiants en médecine qui faisaient leur internat dans des hôpitaux aux États-Unis. Ça a été utilisé aussi au niveau des écoles primaires, secondaires, universitaires, supérieures, au Chili, au Brésil, en Israël, en Allemagne, dans toutes sortes de pays. Et maintenant en France. Mais en France, c'est la plus grosse application. 800 000 étudiants, c'est l'application la plus volumineuse qui existe. Donc, application. L'application s'appelle Parcoursup. Chaque étudiant fait des vœux pour des formations. Chaque formation classe les candidatures reçues. Et puis, Parcoursup la plateforme applique l'algorithme de Gale et Shapley. À un moment donné, si elle veut un jour donné, elle envoie les propositions des formations aux étudiants, elle attend de recevoir leur réponse. Parcoursup ne sait pas quelles sont les préférences des étudiants. On apprend les préférences des étudiants au fur et à mesure. Elles sont révélées partiellement au fil du temps. Quand les étudiants disent ce qu'ils préfèrent parmi les possibilités, ça nous apprend quelle est leur formation préférée parmi les options qu'ils ont concrètement devant eux. En revanche, les formations, elles, n'ont pas à rester actives tous les jours. Au début, elles donnent un classement, et après, la plateforme peut utiliser le classement sans avoir à recontacter les formations pour leur poser des nouvelles questions. Donc les formations font une fois un gros travail de classement des candidatures, et après, c'est fini. En 2018, cette année, quel a été le résultat? Le résultat, c'est que nous avons maintenant 583 000 étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur en France via la plateforme Parcoursup. C'est un impact majeur de cet algorithme qui trie les gens, un impact majeur sur la société et sur les individus, sur chaque bachelier, néo-bachelier, étudiant en réorientation. Donc cet algorithme, c'est important de le faire
le mieux possible. Alors quels sont les risques qui vont avec cet algorithme? Le premier risque, c'est le risque de la gouvernance des algorithmes. Imaginez une étudiante qui a candidaté, qui n'a pas été acceptée, et qui dit « mais pourquoi n'ai-je pas été acceptée ?» Et imaginez qu'on lui réponde « c'est l'algorithme. C'est comme ça, on n'y peut rien. » Ça veut dire que l'avenir des individus est déterminé par un algorithme sans qu'on puisse rien y faire. Ça veut dire que les décideurs, ce sont les algorithmes. Mais non, ça ne va pas, ça. Ça ne va pas. Comment expliquer pourquoi ça ne va pas? Ça ne va pas, c'est tout. Ça va pas. Comment essayer de lutter contre ce risque? Il y a deux réponses à ça. La première réponse, c'est la transparence. Donc, quelqu'un demande « pourquoi n'ai-je pas été accepté ?» Et on lui répond « eh bien, voici comment ça marche, l'algorithme fait ceci, cela, voilà ce qui s'est passé. » Et donc, on déroule le fonctionnement et le candidat peut comprendre pourquoi il n'a pas été pris. C'est ce qui s'est passé, c'est ce que je viens de vous expliquer, comment fonctionne l'algorithme. Comme ça, vous avez l'idée, vous connaissez au moins le principe de fonctionnement. Donc, vous pouvez suivre la façon dont les choses se passent si vous êtes directement concerné, jour après jour, en comprenant l'évolution du système. Alors, cette transparence, en pratique, elle se traduit par une publication de l'algorithme sur une page web, du code, et également, au fil du temps, d'informations données aux candidats, par exemple leur rang sur liste d'attente, pour qu'ils puissent suivre l'évolution de leur candidature. La deuxième réponse, c'est qu'ici, il y a l'humain qui joue un rôle important. Donc le candidat dit « pourquoi n'ai-je pas été accepté ?» On lui dit ben, « voilà comment ça s'est passé, et puis là, vous êtes 950e sur une liste d'attente dans une formation où il y a 15 places. » Bon. Mais il va dire « mais pourquoi est-ce que j'ai été classé 950e, il ou elle ?» On va lui dire « eh bien, ce classement, d'où vient-il ? Il ne vient pas de la plateforme Parcoursup, il vient d'une commission de classement dans la formation qui a regardé les dossiers et qui a classé votre dossier derrière 949 autres dossiers de candidature. » Donc alors cette commission, peut-être qu'elle a utilisé des outils informatiques, mais en tout cas, ce sont eux qui ont décidé des critères, ce sont eux qui sont responsables. Ce sont eux qui doivent pouvoir expliquer la décision. Donc on ne peut pas répondre à un candidat « pourquoi n'ai-je pas été accepté ? Pourquoi j'ai été classé 950e ?» On ne peut pas lui répondre ben, « c'est comme ça, c'est la vie ». Il faut lui répondre « il y a telle et telle personne, enfin il y a la commission, le comité, qui a décidé, en fonction de certains critères, de classement des dossiers de candidature, et donc c'est eux qui ont choisi ce qui fait que vous vous retrouvez 950e. » Donc l'humain joue un rôle déterminant. Si les humains avaient décidé différemment, peut-être que le candidat aurait été premier. Donc la responsabilité des résultats repose sur l'humain, pas sur l'algorithme. Voilà, donc ça c'est l'un des risques importants des algorithmes qui sont en train d'être développés un peu partout dans la société. Deuxième risque, donc maintenant qu'on fait tout cela de façon automatique, au niveau national, il y a une grande distance entre les candidats et les formations. Les gens ne se connaissent pas personnellement. Il n'y a pas de contact de personne à personne. Tout cela est anonyme. Du coup, l'anonymat produit une certaine défiance. Du coup, le candidat se dit « bon, cette formation à 500 km de chez moi, cette commission, je ne connais personne, ces gens-là, je ne les connais pas. Je ne connais pas leur biais. Je sais que, tout le monde me le dit, l'ascenseur social en France fonctionne mal. Comment est-ce que je peux être sûr que ces gens-là ne vont pas être biaisés?
peut-être même, bon, c'est des universitaires, ils font de leur mieux, peut-être que jusqu'à un certain point, on peut leur faire confiance pour essayer de bien faire. Mais peut-être qu'ils sont biaisés malgré eux. Et peut-être que c'est eux qui bloquent l'ascenseur social sans s'en rendre compte. Comment faire pour gérer ce risque? Une réponse possible, c'est par la loi. Il y a une loi qui a été promulguée l'hiver dernier, printemps dernier, disant que les classements sont obligés de tenir compte des étudiants qui viennent de milieux socio-économiques défavorisés. Alors, comment est-ce qu'on définit tout ça? Dans la loi, il faut que ce soit précis. C'est un bachelier bénéficiaire d'une bourse nationale de lycée. Donc, ces étudiants-là, on veut, pour essayer de garantir un certain degré de possibilité d'ascension sociale, on veut garantir un pourcentage minimum dans les classements. L'autorité académique, qui est-ce? C'est le recteur, ici, recteur de Paris. Donc, le recteur, dans chaque académie, publie des taux. Par exemple, il va dire, pour cette formation-ci, il faut un taux minimum de 25% de boursiers. Alors, donc il y a la loi qui donne un cadre pour éviter la possibilité de ces biais inconscients. Donc maintenant, on prend la loi et il faut l'utiliser dans l'algorithme. Donc comment va-t-on faire? Comment va-t-on faire pour garantir 25% de boursiers? Alors on pourrait aller dire aux commissions, attention, il faut 25% de boursiers, si votre classement n'est pas bon, on vous le renvoie, il faut que vous le révisiez. Mais ça, c'est énormément de travail pour les commissions. Et en fait, on peut faire beaucoup plus simple. On peut faire beaucoup plus simple. Et voici comment on fait. On prend le classement pédagogique fourni par les formations et on le modifie pour garantir le taux voulu par le recteur. Comment est-ce qu'on le modifie? Eh bien, on prend les boursiers. Donc, vous voyez ce classement pédagogique. Le premier, c'est un non-boursier. Le deuxième, c'est un non-boursier. Le troisième, c'est un boursier, etc., etc. Bon. Eh bien, on va prendre ce classement et on va faire remonter les boursiers dans le classement de façon à garantir qu'il y a au minimum un boursier tous les 4 candidats dans le classement. Parce que ce qui va se passer après, au cours de Parcoursup, c'est que les offres vont être faites par la formation, elle va descendre peut-être jusqu'au 13e candidat. Donc peut-être qu'elle va faire 13 offres. Est-ce que dans ces 13 offres, il y aura 25% de boursiers? Donc il faut que, si elle fait 13 offres, il y ait au moins 25% de boursiers. Si elle fait 7 offres, il faut au moins 25% de boursiers, etc., etc. Si elle fait 12 offres, il en faut au moins 3 des boursiers. Si elle fait 8 offres, au moins 2. 4 offres, au moins 1 boursier. À chaque instant, si elle fait X offres, il faut au moins 25% de X boursiers. Et du coup, c'est très facile de faire remonter les boursiers. Et du coup, les boursiers ici sont remontés jusqu'à être en position 1, 5, 9, ce qui garantit que la loi est respectée pour le taux de 25%. Et donc, que va faire la plateforme? Elle va prendre le classement donné par la formation, elle le modifie en remontant les boursiers, si nécessaire, de façon à satisfaire la condition du recteur, satisfaire la loi. Ce qu'on observe, c'est qu'avec cette méthode, si un étudiant est boursier, il ne peut jamais être descendu, il ne peut que remonter dans la liste. Donc ça ne peut être que favorable aux boursiers. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'on reste le plus proche possible du classement produit par la formation. Autrement dit, on respecte le travail des commissions autant que possible, dans la mesure où on peut le faire en respectant la loi. Et puis, les non-boursiers, ils vont peut-être descendre dans la liste un petit peu, mais pas trop, et uniquement pour faire passer, ils peuvent uniquement se faire doubler par des boursiers, uniquement pour respecter la loi. Donc ça, c'est des propriétés relativement favorables. Pour les boursiers, ça ne peut être que favorable. L'ordre d'appel est proche, autant que possible, de l'ordre créé par les commissions. Et pour les non-boursiers, quelquefois, ils peuvent redescendre un petit peu, mais pas trop. Quelqu'un qui était 5e ne peut pas se retrouver 250e. Alors ce taux de 25%, attention, il faut qu'il soit fixé
il faut qu'il soit fixé en faisant attention au bon taux. Regardez l'exemple là-haut. Imaginez que dans ce premier exemple, la commission était très biaisée et tous les boursiers, malchance, se sont retrouvés en dernier. Imaginez que le recteur ait dit « je veux un taux de boursier d'au moins 10%. » Regardez le résultat. Un boursier, 9 non-boursiers. Un boursier, 9 non-boursiers, etc., etc. Vous avez encore la plupart des boursiers qui sont à la fin de la liste. Ils restent à la fin de la liste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le taux de boursier est trop faible. Il n'a pas fait remonter suffisamment de boursiers. Deuxième risque, imaginez que pour le même classement, le recteur dise « je veux 50% de boursiers ». Alors, ce que vous voyez, c'est que tous les boursiers vont remonter vers le début, et en fait, ils vont tellement dépasser les non-boursiers qu'à la fin, il n'y a plus que des non-boursiers. Le taux a été trop élevé. Je crois que ça n'a quasiment pas arrivé cette année, d'ailleurs. Ça désavantage les non-boursiers. Mais si on fixe un taux de boursiers qui est plus ou moins égal à la fraction de candidats qui sont boursiers parmi les candidats, à ce moment-là, ce qu'on observe, c'est que l'algorithme donne une répartition harmonieuse des boursiers parmi les non-boursiers, ce qui est ce à quoi on pourrait s'attendre si le niveau des candidats est à peu près le même. Donc ça fait une répartition équilibrée. Donc trouver le bon taux, c'est une question délicate. Et en fait, cette année, il y a eu un certain succès, en ce sens que si on regarde le résultat final, il y a eu plus de boursiers qui ont eu des formations demandées que l'an dernier. Un certain, je crois, je ne sais plus, 20% en plus, quelque chose comme ça. Donc ça a plutôt bien marché, cette méthode. Donc, concrètement, comment est-ce que c'est fait dans Parcoursup? Chaque étudiant fait des vœux pour les formations. Puis, chaque formation classe les vœux. Puis, l'algorithme taux de boursier prend ces classements, prend les taux donnés par les recteurs et modifie les classements pour appliquer la loi. Et ensuite ce sont ces nouveaux classements modifiés qui sont utilisés pour l'algorithme de Gale-Shapley dans le reste de l'été. Alors, ça marche si bien, ça. C'est si simple et si satisfaisant. Eh bien, continuons. Problème suivant, répartition territoriale. Répartition territoriale, avant, les licences recrutaient en priorité des étudiants de leur zone académique ou leur région. S'il y avait des candidats qui venaient de l'extérieur, ils étaient classés derrière tout le monde, derrière tous les candidats de la région. Quelquefois, ça peut créer des injustices, surtout quand il y a des candidats qui n'ont pas la formation telle que la formation qu'ils souhaitent suivre n'existe pas dans leur région. À ce moment-là, ils se retrouvent vraiment, c'est pas juste, quoi. Du coup, pour pallier à ce genre de difficultés, au déséquilibre entre les possibilités offertes par les formations selon les régions, il est bon d'autoriser un flux d'étudiants entre les régions, jusqu'à un certain point. Pas trop, parce que sinon, il y a d'autres inégalités qui se créent. Donc, comment choisir ce taux? Eh bien, ça va être choisi par le recteur. Pareil, l'autorité académique va fixer un taux maximum de bacheliers résidents qui résident dans une académie autre que celle où se trouve la formation. Et on va appliquer, pareil, un algorithme qui va faire remonter les locaux dans le classement de façon à garantir le taux fixé par les recteurs. Et de nouveau, on respecte, dans l'ordre d'appel résultat, ça respecte le travail des commissions au plus près, tout en sachant qu'on doit respecter la loi. Alors, c'est un petit peu plus difficile à accepter ici, parce que bien que l'idée algorithmique soit la même, les conséquences pratiques sont différentes. Imaginez, le recteur dit, bon, vous avez le droit de mettre dans cette formation 4% d'extérieur. Je veux au moins 96% de gens de l'académie, de la région. Et imaginez que la commission, qui peut-être n'était pas au courant, dans son classement, les 10 premiers étaient des gens qui venaient d'ailleurs, de l'autre bout de la France. Que va faire l'algorithme? Ces 10 premiers vont se retrouver descendus, ils vont se retrouver en position 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250. Celui qui au départ était 10e se retrouve 250e.
assez difficile à avaler comme pilule pour les commissions qui ont fait le travail. Alors, donc là, il y a des vrais ajustements qui sont à faire pour tenir compte des nécessités de la répartition territoriale. Et puis, troisième problème. Donc tout ça, c'est des algorithmes qui sont très simples. Du point de vue de la conception des algorithmes, de mon domaine de recherche, tout ça, c'est des choses vraiment qui sont de base. Et pourtant, dès qu'on commence à mélanger les contraintes, on arrive à des situations compliquées. Imaginez que le recteur vous dise « Je veux minimum 25% de boursiers, maximum 15% d'extérieurs. » Et imaginez que tous les candidats de l'académie soient non boursiers et que seuls les candidats extérieurs soient boursiers. Qu'est-ce qu'on fait? On est coincé. Vous voyez bien, parce que il veut minimum 85% d'étudiants locaux, 85% plus 25%, c'est supérieur à 100%, ça ne marche pas. Alors, que va faire l'algorithme? L'algorithme, il ne sait pas quoi faire. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'on voulait que les décisions soient prises par des humains. Donc, ce n'est pas à l'algorithme de décider ce qu'il va choisir. Donc, retour au législatif, on demande aux députés, que faut-il faire dans ces cas-là? Réponse, en cas d'incompatibilité, le taux des boursiers a priorité. Donc, un troisième élément de la loi explique ce qu'il faut faire en cas d'incompatibilité. Et avec ça, le problème est bien défini et l'algorithme peut simplement appliquer la loi sans avoir à prendre des décisions qui auraient des impacts sur qui est pris où. Voilà. Ce sont les humains qui décident. C'est ça l'un des principes de base. Même si leurs décisions sont appliquées par les algorithmes. Donc les principes de ces techniques, c'est d'appliquer la loi, que ce soit pour les taux de boursiers ou les taux de résidents. De respecter au maximum les classements faits par les formations. De laisser les candidats révéler le minimum sur ce qu'ils souhaitent faire. Donc ils révèlent les choses seulement quand on en a absolument besoin pour avancer. D'être transparent au maximum pour expliquer le mode de fonctionnement et que tout le contrôle soit fait par les humains, que la plateforme ne décide rien par elle-même. Alors, il y a des questions qui se posent. Il y en a une en particulier qui se pose pour ceux qui peuvent être familiers de ce genre de méthode. Je vous ai présenté l'algorithme des mariages stables en disant les formations font des propositions, les étudiants répondent, les formations font des nouvelles propositions, et ainsi de suite. On aurait très bien pu faire ça à l'envers. On aurait pu dire, le premier jour, les étudiants envoient une candidature à leur formation préférée, les formations regardent tous les étudiants qui les ont classés en numéro 1 et choisissent, si elles ont capacité 10, les 10 qu'elles préfèrent, et disent non aux autres, et puis ainsi de suite. Donc on aurait très bien pu dérouler l'algorithme dans l'autre sens, en inversant le rôle des formations et des candidats. Or, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure comme propriété? Je vous ai dit, l'algorithme produit l'affectation qui est optimale, la meilleure possible pour les formations. Si on le déroulait dans l'autre sens, l'algorithme produirait l'affectation qui est la meilleure possible pour les candidats. C'est pas mieux? Si, c'est mieux. C'est mieux. Alors, pourquoi on fait pas ça comme ça? Il y a plusieurs réponses. Il y a 3 réponses, en fait. La première réponse, elle est théorique. Donc, il y a une étude mathématique qui a été faite en 2005, et aussi par d'autres articles ensuite, sur un modèle probabiliste des données, qui montre qu'en fait, entre ces deux façons de faire, il n'y a pas de différence. Entre ces deux façons de faire, si on inverse le rôle des candidats et des formations et qu'on regarde le résultat final, la différence est négligeable. C'est quasiment le même résultat. Autrement dit, l'affectation stable est quasiment
unique. Deuxième réponse, expérimentale. Si on regarde les données d'APB de l'année d'avant, de 2017, et qu'on regarde la différence entre les deux affectations quand on déroule avec les formations qui font des propositions ou avec les candidats qui font des propositions, donc si on inverse les rôles, on s'aperçoit que effectivement, c'est presque la même chose. Il y en a une petite centaine de candidats qui auront un résultat différent sur 800 000. 800 000. Donc c'est rien, quoi. C'est presque personne. Et puis, la troisième réponse, c'est qu'il y a aussi un aspect dynamique qu'on va voir dans quelques minutes et qui fait qu'en fait, on ne peut pas, de façon confortable, inverser les rôles. Donc il y a l'aspect dynamique qui change les choses. Dynamique. Parlons un peu du calendrier. Si vous lisez les journaux, vous avez peut-être entendu parler de Parcoursup au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre. Alors, quel était le calendrier? Il y a une date centrale, le 21 mai. Avant le 21 mai, toutes les informations ont été mises sur la plateforme. Les étudiants ont regardé, ils ont candidaté. Les formations ont regardé les candidatures et ont fait un classement des candidats. Les recteurs ont regardé l'aspect des candidatures, des formations et des capacités et ont fixé les taux de résidents et de boursiers. Tout ça avant le 21 mai. Le 21 mai, que se passe-t-il? Parcoursup prend les classements et incorpore les taux de boursiers et les taux de non-résidents. Et ensuite, la plateforme se met en route. On peut oublier le recteur, il a fini son travail. On peut oublier les formations, elles ont fait leur travail de classement. Et maintenant, à partir du 22 mai, après le 21 mai, il y a un dialogue entre la plateforme et les étudiants pour trouver une affectation stable avec l'algorithme de Gale-Shapley. Alors, l'algorithme de base de Gale et Shapley, quand on a n hommes et n femmes, et chaque homme classe toutes les femmes, et chaque femme classe tous les hommes, trouve une façon de marier tout le monde à tout le monde. Chaque homme a une femme qui lui correspond, chaque femme a un homme qui lui correspond. Mais ici, les étudiants ne candidatent pas aux 13 000 formations, ils candidatent seulement à quelques formations. Et du coup, il y a un risque. Il y a des étudiants qui vont se retrouver sans rien. Et en fait, même le meilleur algorithme possible va forcément laisser des étudiants sur le carreau, simplement à cause de la structure des vœux. Parce qu'il y a des domaines, des disciplines, des formations où il y a des places, mais personne ne veut suivre ces formations. Et puis, il y a des étudiants qui veulent suivre des formations très très populaires, très très à la mode, et il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Donc il y a une inadéquation. L'adéquation n'est pas parfaite entre ce que veulent les étudiants et ce que propose l'enseignement supérieur. Et du coup, il y a forcément des étudiants qui vont se retrouver sur le carreau. Quelle est la solution à ça? Eh bien, la solution qui est utilisée en pratique, c'est qu'il y a une procédure complémentaire qui vient à la rescousse ensuite de ceux qui n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, pour essayer de leur trouver quelque chose en leur proposant des formations auxquelles peut-être ils n'auraient pas pensé et qui peut-être pourraient leur convenir. Voilà, ça c'est quand la théorie se confronte à la réalité. La théorie, c'est parfait. La réalité, on fait le mieux qu'on peut. Alors, donc je parle de différence entre théorie et pratique. En fait, il y a une réalité qui n'est pas couverte par la théorie. C'est que, en réalité, on n'a pas initialement un nombre d'étudiants fixé, un nombre de formations avec des capacités fixées. En fait, tout ça change au fil du temps. Il y a des fluctuations. Pourquoi? Les formations, elles peuvent augmenter leur capacité au fil du temps. Imaginez que le ministère mène une politique volontariste d'augmentation des capacités, des financements, des formations où on voit qu'il y a le plus de demandes des étudiants. Eh bien, à ce moment-là, une formation peut tout à coup avoir plus de place. Parce qu'avec plus d'argent, on peut recruter plus d'enseignants, donc on peut avoir un peu plus de place à proposer aux étudiants. Donc les capacités ne sont pas fixées le 22 mai, elles évoluent au cours du temps. Deuxième source de modification dynamique, les étudiants.
il y en a qui changent d'avis. Il y en a qui disent non, bah, finalement, j'ai trouvé un travail qui me plaît bien, je vais attendre un an avant d'aller à l'université, ou alors non, je vais y aller passer l'an prochain comme jeune fille au pair en Angleterre, ou je ne sais quoi. Donc il y a des étudiants qui étaient inscrits et puis qui démissionnent. Des étudiants qui avaient une offre et qui démissionnent. Alors qu'est-ce qu'on fait de leur offre? Quand ils démissionnent, ça fait une place qui se libère. Donc une solution qui était stable au moment où on l'avait calculée, peut-être on pensait avoir fini, mais en fait elle n'est plus optimale le lendemain parce qu'il y a un étudiant qui a démissionné, il y a une place qui s'est libérée. Quand une place se libère, avec Parcoursup, dès qu'elle se libère, on la propose au premier candidat en attente, sur la liste d'attente. Et alors là, il y a un gros problème. Il y a un gros problème, c'est que tant qu'il y a des étudiants qui démissionnent parmi ceux qui avaient des offres, eh bien, ce n'est pas fini, ça continue. Et c'est pour ça que ça a continué après les mois de juin, juillet, en août, et encore un petit peu début septembre. En juillet, on a perdu des étudiants parce qu'il y en a qui ont échoué au bac. Donc ceux qui échouent au bac, ils sont automatiquement démissionnés de Parcoursup. Donc ceux d'entre eux qui avaient des offres, ça a libéré des places. Et puis, courant juin, il y avait des étudiants qui avaient candidaté à Sciences Po ou à des écoles d'infirmières. C'est en dehors de Parcoursup. Quand ils ont été pris, ils ont démissionné de Parcoursup. Donc tout ça, ça a créé de la place, ça a créé de la dynamique. Eh bien ça a continué tout au long de l'été. Même au mois d'août, il y a des gens qui, petit à petit, sont sortis de Parcoursup, et donc il a continué à y avoir des places qui se libéraient. Et donc, par exemple, le fils d'un ami, un ami m'a dit, Parcoursup. Bon, en fin de compte, ça va, mais quand même, il faudrait se débrouiller pour que ça aille plus vite. Parce que mon fils, il a eu la formation qu'il voulait fin août seulement. Il en avait eu une début juillet, puis après, il a dû attendre jusqu'à fin août. Il me dit, quand même, il faudrait faire plus vite. Et moi, je lui ai répondu, mais ton fils, s'il a eu une offre fin août, très probablement, c'est parce que quelqu'un a démissionné le 20 août. Si on s'arrêtait fin juillet, ou si on s'arrêtait début juillet, ou si on s'arrêtait mi-juin, eh bien, il n'aurait pas eu cette offre. Donc, que faire? Il faut une combinaison de procédures complémentaires, de méthodes additionnelles et de la méthode de Gale-Shapley standard pour essayer de gérer cet aspect dynamique. Donc là, la grosse difficulté des mariages stables dans la réalité de Parcoursup, c'est l'aspect dynamique. Et donc ça, comment faire ça de façon optimale? C'est un problème qui, je dirais que du point de vue théorique, c'est un problème ouvert. Donc comment s'adapter? Eh bien, d'abord, il faut comprendre la théorie, comprendre ce petit article de 5 pages, comprendre la méthode, pourquoi elle marche, c'est oui peut-être, le fait qu'on puisse changer d'avis, les propriétés satisfaites. Et puis, après, il faut s'adapter. Quand on passe de la théorie à la réalité, il y a toutes sortes de problèmes qui surviennent et pour lesquels la théorie ne s'applique pas. Alors, tout ça me ramène sur cette série de conférences sur le rôle des algorithmes dans la société. Ici, cet algorithme, du point de vue des algorithmes, c'est un algorithme simple, basique. Mais on pourrait très bien imaginer d'incorporer des algorithmes beaucoup plus sophistiqués. La dernière fois, je pense qu'on a dû vous parler d'algorithmes avec méthode d'apprentissage statistique, il y a 15 jours. Et par exemple, on pourrait imaginer d'utiliser un tel algorithme pour les formations qui veulent classer leurs candidats. Une formation qui a 4000 dossiers de candidature va dire « Ah, moi, je vais faire appel à une boîte noire, du deep learning, et ça va me donner un classement. » La difficulté, c'est qu'un algorithme de ce type-là, on ne peut pas justifier, vérifier que le résultat est bon. On ne peut pas dire « je veux tel résultat précisément » et puis vérifier après que c'est effectivement le résultat qu'on voulait. Un tel algorithme, il est opaque par conception. Mais les humains, ils font des erreurs dans leurs évaluations. Vous savez très bien que les membres des commissions ne sont pas parfaits, parfois ils sont fatigués. Et si ces algorithmes, qui eux ne connaissent pas la fatigue, si ces méthodes étaient plus fiables que les humains, imaginez qu'elles sachent classer les dossiers de candidature, qu'elles sachent mieux prédire
quels seront les étudiants qui vont bien réussir la formation, qui ne vont pas échouer, qui vont réussir les examens, Alors, serait-il imaginable d'utiliser ces algorithmes opaques à la place des décisions des commissions? Donc c'est une question. Et la réponse que je propose, c'est qu'en ce qui concerne des décisions importantes, comme celle des études suivies par nos bacheliers, importantes pour les individus. Pour un individu, c'est important de savoir s'il va se retrouver en médecine ou en sciences de l'Antiquité. Allez. Eh bien ça, quelque chose qui est important pour un individu, ça ne doit pas être décidé par un algorithme. Je pense qu'un algorithme opaque, il peut être là pour conseiller. Il peut conseiller, faire peut-être une suggestion de classement préliminaire, mais il ne doit pas décider. Ce genre de décisions importantes pour les individus doivent être prises par des êtres humains. Voilà, je vous remercie. Donc après cet exposé, nous allons passer aux questions. Est-ce que vous avez des questions? Je suis sûr que vous en avez, voilà. Là, vous avez donné un exemple, ce qui a l'air assez trivial finalement. Mais dans le cas où on utilise l'intelligence artificielle ou les algorithmes, par exemple, qui utilisent les traces qu'on laisse, là, ça pose des problèmes. Par contre, Dominique Cardon, il dit que dans son livre « À quoi rêvent les algorithmes », il dit qu'en fait, il faudrait arriver à imposer sur les algorithmes essayer de, comment dire, alors imposer une transparence en disant qu'ils font bien ce qu'ils disent qu'ils font. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être transparent pour un algorithme? Donc là, je l'ai fait de façon très rudimentaire. J'ai dit juste c'est publié. Mais en fait, c'est pas complètement satisfaisant comme réponse. Donc, une réponse possible, c'est de dire qu'on peut décrire le problème, dire exactement ce qu'on veut comme résultat, et après, avoir un algorithme, démontrer qu'il fait bien ce qu'on a promis qu'il faisait. Donc, dans ces cas-là, on peut dire que c'est transparent parce qu'on va dire je vous promets que l'algorithme va mettre 25% de boursiers et puis faire ceci, cela, cela. Donc voici les propriétés, je vous promets que l'algorithme fait ça. Alors, pour les algorithmes dont je parle, on peut expliquer exactement le résultat, mais pour les algorithmes avec du deep learning, une difficulté, c'est qu'on ne peut pas, on ne sait pas actuellement, on ne sait pas donner des propriétés qui caractérisent la solution. Donc en fait, on peut dire quelques propriétés qu'on souhaite avoir, mais après, il y aura tout un ensemble de solutions possibles. Et à partir du moment où il y a une liberté, on ne sait pas comment l'algorithme va faire pour décider, et il y a un risque. Et ce qui pose le problème de la gouvernementalité algorithmique, dont parle Antoinette Rouvois, entre autres, oui. Qui s'appuie sur les travaux de Michel Foucault, je crois, oui. Et qui pose le problème des régimes de vérité. Alors, un problème qui se pose, comme j'en ai parlé tout à l'heure pour les deux taux, c'est que quand on pose des conditions, on arrive très rapidement, si on ne fait pas attention, si on ne travaille pas si les juristes et les scientifiques ne travaillent pas la main dans la main, on arrive très vite à poser des conditions qui sont incompatibles les unes avec les autres, ou alors qui sont invérifiables. Donc il faut poser des conditions qui soient simples et qu'on puisse vérifier. Par exemple, si vous voulez être sûr qu'il n'y a pas de discrimination, disons, entre hommes et femmes, vous pouvez, un algorithme de style deep learning, vous ne pouvez peut-être pas imposer quel sera le résultat, mais vous pouvez vérifier après que dans le résultat obtenu, eh bien, il n'y a pas une quantité anormale d'hommes ou de femmes dans l'ensemble que vous avez choisi. Donc, ça, c'est une autre façon
d'offrir des garanties, c'est une garantie a posteriori. Donc les garanties dont j'ai parlé là, dans cet algorithme de Parcoursup, c'est des propriétés, des garanties a priori. Je vous promets que ceci, cela, c'est satisfait. Toujours. L'autre possibilité, c'est d'offrir des garanties a posteriori. Donc on fait des tests sur les résultats pour vérifier que telle et telle propriété seront satisfaites. Par exemple, le pourcentage de femmes sera toujours entre 49 et 51%, par exemple. D'autres questions? Merci. J'ai beaucoup entendu parler d'algorithmes et je ne savais pas jusqu'à maintenant ce que c'était. Là maintenant, d'après ce que vous avez expliqué, alors je ne suis pas du tout un informaticien, hein, j'ai l'impression qu'un algorithme, c'est une machine, un peu comme un robot, qu'on va programmer pour que qu'on va programmer l'être humain ne peut pas imaginer toutes les possibilités, c'est pas possible. Il va prendre un certain nombre de possibilités, programmer son ordinateur avec son truc avec ça, et voilà. Ce qui fait que, ensuite, vous avez eu des exemples comme ça. Si l'algorithme se retrouve coincé dans un endroit où on n'a pas prévu une réponse, eh ben il dit goodbye, faites quelque chose d'autre. Et à ce moment-là, les commissions, les êtres humains se réunissent pour reprogrammer. Donc il faut en fait le programmer au fur et à mesure du parcours, si on veut aller par là. C'est comme si on programmait un parcours en voiture et tout. Jusque-là, ça va. Là, ça va plus. On va Donc, je pense que l'algorithme n'est jamais total. Il ne peut pas prévoir toutes les conditions possibles. Oui, alors ce que vous dites, ça fait penser à plusieurs sujets qui sont tout à fait fondamentaux en informatique. Donc un algorithme, c'est une méthode pour résoudre un problème. Mais effectivement, si je vous donne cette méthode, que j'ai écrit un programme pour cette méthode, et si vous me demandez juste, en fait, est-ce que ça va aller dans une boucle infinie? Est-ce que ça va durer toujours? Ou est-ce que ça va terminer à un moment? Oui. Eh bien, en général, je ne peux pas vous démontrer ce qui va se passer. Je ne peux pas vous le démontrer. Donc c'est vraiment, dans le cadre le plus général, la question que vous posez, c'est une difficulté fondamentale de l'informatique. Voilà, c'est ça. Mais dans le cas des algorithmes dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est très très simple. Ah. Voilà, il y a des problèmes simples quand même. Oui. Merci. Bonsoir. J'aurais aimé que vous nous parliez un petit peu des algorithmes utilisés dans les cotations financières. Ah oui, mais je ne connais pas. Désolée. Je vous en prie. Bonsoir. On voit que pour ces algorithmes-là que vous avez montrés, il est ouvert et pourtant il a créé des frustrations pas mal. Enfin, je ne sais pas si c'est la presse qui les a amplifiées, sans doute, mais il a quand même créé un petit peu. Les entreprises qui font ce même type d'algorithme, sans donner les règles du jeu au départ, pensez pas que ça va faire beaucoup de frustration pour les candidats qui sont rejetés aux entreprises? Et comment on pourrait améliorer les choses? Donc vous parlez des frustrations. Alors oui, c'est vrai que, disons, le feuilleton de l'été, avec Parcoursup, si on suit Parcoursup sur Twitter, donc moi je me sentais concernée, donc j'ai suivi un petit peu ce qui se passait. Et en tout cas, la vue qu'on avait par le prisme de Twitter, on avait l'impression vraiment qu'il y avait énormément de gens qui étaient anxieux et qui ne partaient pas en vacances et qui... il y avait un suspense pendant tout l'été. Voilà. Où est-ce que je vais me retrouver en septembre? Donc, en tout cas, il y a des gens pour qui ça a été difficile. Donc, alors, que faire pour diminuer cette frustration? Eh bien, ce que j'ai essayé d'expliquer à la fin, c'est qu'en fait, on est confronté à un problème
ouvert à cause des contraintes externes. C'est-à-dire, si on veut trouver la meilleure affectation possible pour les étudiants, quand il y a une place qui se libère avec une démission, il faut pouvoir la reproposer. Mais dans ces cas-là, on ne peut pas terminer avant que les gens aient fini de démissionner. Mais en fait, les gens continuent à démissionner jusqu'au jour de la rentrée. Donc là, on est coincé. Donc cette année, ce qui a été fait, le choix qui a été fait, c'est vraiment donner priorité à trouver la meilleure affectation possible. Alors, quand même, au fil de l'été, il y a de moins en moins de changements qui se passent. Donc peut-être qu'il y a un compromis à trouver, il y a un moment optimal où on dit, bon, maintenant on s'arrête, et même si après il y a quelques places qui vont se libérer en plus par des démissions, ben, tant pis, parce qu'un jour, il faut bien arrêter d'attendre, et il faut bien faire des projets pour la rentrée. Donc là, il y a un ajustement des paramètres qui est délicat pour tenir compte des facteurs, entre autres psychologiques, où là, moi, j'y connais rien, mais ça compte aussi. Si on ne me donne pas les règles du jeu, alors vous voulez dire si on ne vous donne pas l'algorithme, c'est ça? Et vous attendez, vous ne savez pas ce qui va se passer. Si on ne vous donne pas les règles du jeu, ben, je ne sais pas, c'est pas bien, quoi. Vous pouvez être un peu plus concret, parce que là, je n'ai pas de réponse autre que très naïve à vous faire. Excusez-moi, c'est un peu vague, là. Non, mais c'est juste pour les politiques des entreprises, en fait, parce que les entreprises utilisent, je ne sais pas s'ils utilisent ce type d'algorithme, mais je pense quand même en partie quand elles ont de nombreux candidats. Et c'est juste, est-ce que vous pensez que les entreprises devraient publier... Alors attention, parce que ici, quand un candidat répond à une entreprise, imaginez que la formation, ce soit une entreprise. Elle lui fait une offre, le candidat répond « oui, peut-être ». Du point de vue de la formation, ce n'est pas dans son intérêt de laisser le candidat attendre, de lui laisser le choix. Du point de vue de la formation, c'est plutôt mieux de verrouiller les choses. Donc les formations essaient d'éviter, les entreprises essaient de verrouiller ça et disent vous avez 3 jours pour répondre ou 1 semaine pour répondre et puis après c'est fini. Donc du coup ça empêche de faire ce genre d'algorithme en fait, et c'est beaucoup moins efficace, surtout quand tout se passe à des moments différents et ça induit beaucoup d'inefficacité dans le système. Parce que je connais, c'est surtout le monde des professionnels, des candidats à des postes universitaires et les universités qui recrutent. Et c'est très inefficace aux États-Unis en particulier, parce que chaque université a son calendrier, fait des offres, et puis les candidats disent « Bon, moi cette offre elle me plaît, mais j'attends une offre de telle autre université, j'aimerais bien savoir s'ils vont me faire une offre ou pas. » Puis la première dit « Vous avez 1 semaine pour décider. » Et puis la deuxième dit « Pour l'instant, on n'est pas encore... on attend la réponse d'un autre candidat. » Et puis, à la fin, l'été, quand tout se termine, la solution finale n'est pas très satisfaisante. Ce n'est pas efficace. Tout ce que je peux dire, c'est que le système actuel, complètement décentralisé, tel qu'il marche dans les États-Unis, dans les universités américaines, n'est pas efficace. Oui. Merci beaucoup. Mais pourquoi ne pas prendre les choix des candidats, franchement, parce que c'est ça qui compte. J'attendais cette question. Oui, c'est très important pour eux, pour chacun d'eux. Pourquoi ne pas prendre les choix des candidats? Vous voulez dire... Alors, parce que là, il y a la motivation des gens. Pourquoi ne pas dire un candidat dit juste « je veux aller à tel endroit » et puis il y va. Formation. Oui, je veux aller à telle formation et puis il y va. Donc il dit « je veux faire STAPS à Créteil » et hop, il y va. Vous nous avez dit qu'on ne faisait que les choix par rapport aux universités. Et vous avez fait une remarque comme quoi, oui, mais en fait, on devrait pouvoir faire ça par rapport au choix des candidats et non pas de... Et ça donnerait le même résultat. Oui, à 100 près, sur 8000. Oui, sur 800 000. Ouais, sur 800 000 hein. Donc, ça avait quand même 100. Alors, maintenant, regardez l'aspect dynamique. L'aspect dynamique, imaginez que vous essayez de faire ça pour les candidats. Un candidat candidate à une formation. La formation lui répond « oui, peut-être ». Puis 1 semaine après, elle lui dit « ah ben non, finalement, on ne vous prend pas parce qu'on a trouvé un candidat qu'on aime mieux que vous ». Ça ne passe pas.
C'est pas possible. Donc en fait, en réalité, c'est pas possible de faire cet algorithme dans l'autre sens. Vous comprenez bien pourquoi là. On ne peut pas donner des faux espoirs aux étudiants comme ça. Dans le sens dans lequel c'est fait, la situation ne fait que s'améliorer pour les candidats au fil du temps. Dans l'autre sens, ça ne ferait qu'empirer. Donc vous vous rendez compte, ce serait dramatique. Et donc 100 sur 800 000, c'est moins que l'incertitude due à toutes ces démissions, les gens qui ne sont pas présents le jour de la rentrée, le bruit, juste à cause des événements de la vie. Donc, voilà. Bonjour. Enfin, bonsoir. Bonjour. Alors, vous avez dit qu'on ne peut pas laisser l'intelligence artificielle prendre des décisions. Pourquoi? Des décisions importantes. Alors, j'en ai discuté en fait avec un juriste. Aux États-Unis, il y a un logiciel qui conseille les juges qui décident de mettre les gens en liberté conditionnelle ou pas. Ce logiciel se base sur diverses informations pour essayer d'évaluer le risque de récidive. Donc l'idée, c'est on ne veut pas remettre quelqu'un en liberté s'il risque de récidiver. Est-ce que vous voulez vraiment qu'il y ait un programme qui dise « vous allez en prison, vous sortez ». Est-ce que vous voulez vraiment que ce soit une intelligence artificielle qui prenne ce genre de décision pour vous? Non, en fait, je pense que c'est plutôt une question d'éthique. Ça veut dire que les humains aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, qui peuvent faire des erreurs. D'accord, là, nous avons un programme qui gère à peu près 800 000 personnes et qu'à chaque fois, on doit l'adapter en fonction des nouvelles conditions qu'on a. Mais un programme qui apprend de lui-même. Oui. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, il va apprendre. Et souvent, en fait, l'ordinateur, il fait mieux que l'être humain. Donc, je ne vois pas pourquoi, en fait, ce serait embêtant. Pourquoi, en fait, ce serait embêtant? Si la décision, elle est meilleure, en fait. Si la décision est meilleure. Pourquoi ce serait... Alors, imaginez qu'il y a un programme qui est, je ne sais pas moi, sur ces récidivistes ou pas, qui fasse 10% d'erreurs, alors que les juges, les humains, font, disons, 20% d'erreurs. Quand même, pour prendre une décision qui a un impact sur la vie d'un être humain, personnellement, je souhaite que ce soit un être humain qui décide ça. Et ce juriste avec qui je parlais, il me disait ça. Il me disait, moi, je crois qu'il faut que le juge puisse regarder dans les yeux la personne qu'il condamne à rester en prison. Il faut que ce soit un homme, un être humain qui parle à un être humain, parce qu'il est comme nous. Quelqu'un qui dit, moi, je pourrais être à votre place, mais sachant cela, en tenant compte de ça, quand même, je vous envoie en prison. Ce que vous avez fait est grave, il faut que vous alliez en prison. Si c'est une machine qui prend ce genre de décision, elle ne peut pas se mettre à la place de l'humain. Il y a une dimension là qui dépasse la machine. Donc, je ne peux pas l'expliquer, mais c'est ma conviction. Je suis... ouais. D'accord, merci. C'est bon. Ça pourrait être pareil avec les assurances, comment ça? Ah, c'est les IA qui peuvent décider combien vous allez payer. Oui, mais ça, c'est autre chose. Me dire il faut que vous payiez tant en plus ou me dire vous allez en prison, c'est une autre catégorie de problème, de décision. Là. Donc, je veux bien qu'ils décident combien je vais payer pour je ne sais pas quoi, mais... Excusez-moi, pour lever la main quand vous voulez parler, que je puisse vous passer le micro, parce que personne n'entend vos questions. Il y a une question ici. Juste pour étayer un petit peu ce que vous dites sur les juristes, est-ce qu'une machine peut avoir des sentiments? Est-ce qu'une machine peut avoir de l'empathie? Est-ce qu'une machine peut avoir remplacé l'homme, quoi, et l'humanité? Oui. Voilà la question, quoi. Oui, est-ce qu'une machine peut avoir des sentiments? Vous savez, au Japon,
les Japonais ont une autre relation aux machines que nous. Et il y a des Japonais qui ont des compagnons qui sont des robots. Il y a des chercheurs en robotique qui développent des robots faits pour tenir compagnie aux personnes très âgées. Des personnes dans des EHPAD qui peut-être pensent très lentement et qui ont besoin de quelqu'un à côté d'elles tout le temps. Et il y a des chercheurs qui travaillent à développer des robots pour faire la conversation. Et ça, c'est pas sans avantage, parce que ça veut dire que si quelqu'un parle très très lentement et répète la même chose 10 fois de suite, ben le compagnon humain, au bout d'un moment, il en a marre. Ben le robot, jamais. Il peut s'adapter, aller exactement à la bonne vitesse. Il paraît qu'il peut être rassurant. Donc, il n'est pas impossible qu'on se dirige vers une société où, dans certains contextes, les robots fourniront une compagnie quasi humaine, donneront un sentiment de bien-être, remplacerait en partie les liens sociaux des humains, entre humains. Et ça, c'est pas mon domaine. Une question ici. Du coup, pour revenir sur ce que vous venez de dire, par rapport au sentiment avec les robots, si on débranche un robot, est-ce qu'on va en prison du coup? Qu'est-ce que vous en pensez? Si on débranche un robot, quoi donc? Est-ce qu'on va en prison? Est-ce qu'on va en prison? Si c'est un robot qui régule l'activité d'une centrale nucléaire, oui. Si ça cause des morts d'êtres humains, oui. Mais je comprends bien, ce n'est pas votre question. Il y a des chercheurs qui... Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre les robots et les êtres humains? Je ne peux pas répondre à cette question. Pour moi, un robot ne sera jamais un être humain, mais en fait, qu'est-ce qui différencie un robot d'un être humain? Au fil du temps, on a inventé des explications différentes. On a dit, les humains, ils savent jouer aux échecs. Les robots ne seront jamais capables d'avoir cette stratégie. Ça, c'est raté. Après, on a dit, le Go, ça c'est au-delà de l'intelligence artificielle. Ça, c'est raté. Après, on a dit, mais il y a la conversation, on ne pourra jamais confondre un programme avec un être humain. Mais ça, les programmes sont toujours meilleurs. Ça va venir. On a dit, les robots ne seront jamais capables de traduire, faire une traduction, écrire des poésies. Tout ça, ça progresse. Donc, qu'est-ce qu'un humain sait faire qu'une machine ne sera pas capable de faire? Franchement, c'est aimer, avoir envie d'eux. Vous voyez, vos réponses sont de l'ordre de l'affectif. Oui. Du coup, j'ai une deuxième question, si je peux me permettre. Oui. Par rapport au titre de la conférence, les algorithmes qui nous trient des études à l'emploi. Oui. Par rapport à l'emploi, quand on fait une candidature spontanée, est-ce que du coup, les algorithmes, faut leur donner les règles du jeu? Donc, comme 25% de boursiers, 15% liés au territorial. Oui. Est-ce que les entreprises, du coup, donnent aussi ces conditions? Et est-ce qu'elles sont éthiques, entre guillemets? Je sais qu'à Google, pour n'en citer qu'une, en tout cas, dans la façon dont c'est présenté dans les pubs, on nous dit la place des femmes, c'est important. Il y a des femmes à tous les niveaux, c'est important de recruter des femmes. Donc, en tout cas, en ce qui concerne juste cet aspect-là, et juste cette entreprise-là, et si on regarde ce qu'ils disent, il semble qu'ils y font attention.
Je vous amène le micro, ce sera plus simple. S'il y avait un algorithme qui gérait la répartition des sexes au poste de responsabilité, il me semble que ce seraient les femmes qui seraient plus représentées dans les entreprises, ce qui n'est toujours pas le cas. Donc on a peut-être enfin de l'avenir grâce à l'intelligence artificielle. Il faut voir. En tout cas, pour Parcoursup, je ne suis pas aussi souriante que vous. Hein. J'en ai fait moi-même les frais cette année. Hein. Et beaucoup d'enfants de la génération de mon fils. Et ce qui se cache politiquement derrière tout ça, et même presque philosophiquement, est quand même pour moi en tout cas extrêmement violent. Je veux dire, de dire que l'avenir de notre enfant aujourd'hui est plus dépend d'un algorithme plutôt que d'un choix réfléchi, consenti, avec une expérience peut-être à faire, qui sera peut-être pas positive, mais moi ça m'a gênée en fait. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'on enlevait quand même de la liberté à mon enfant, hein, de pouvoir faire peut-être des expériences qui vont peut-être se vouer à des échecs, qu'ils soient triés par rapport à des résultats, à des origines socio-géographiques, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Moi, j'ai trouvé ça quand même extrêmement violent en tant que parent. Oui. Voilà. Mais bon, les femmes demain, grâce à l'intelligence artificielle, pourquoi pas? Oui, oui. Je pourrais vous répondre avec tous les éléments de langage du ministère, mais bon. Non, je les connais. Bonjour. Je voulais savoir pourquoi est-ce que dans l'algorithme, on ne demande pas aux élèves de trier leurs vœux pour que le choix soit fait automatiquement directement par l'algorithme et que ça ne se dure pas des mois, en tout cas sans parler des démissions qui sont un autre problème. Tout à fait. Si imaginez que les étudiants ne disent pas simplement « je candidate à F1, F2, F3, F4 », mais qu'ils disent dans l'ordre « mon premier choix c'est F1, mon deuxième choix c'est F2, mon troisième choix c'est F3, mon quatrième choix c'est F4 ». Si tous les candidats font ça, le 22 mai, on a la solution finale. Sauf que non. Sauf que non, ce n'est pas la solution finale, à cause de tous les gens qui candidatent aux écoles d'infirmières, à HEC, à tout ce qui est en dehors de Parcoursup, de ceux qui vont échouer au bac, de ceux qui vont démissionner. Donc en fait, cette solution, c'est la meilleure solution possible le 22 mai, mais pas le 23 mai. Déjà le 23 mai, il y a eu des démissions. Donc en fait ça a un coût, à savoir les étudiants doivent se décider à l'avance, décider quel est leur ordre de priorité, et le bénéfice, en réalité, il est très faible parce que une fois qu'on en arrive courant juillet, une fois qu'il y a eu les résultats du bac, en gros, on est arrivé à la même situation que si on avait commencé direct avec des classements donnés par les étudiants. Donc en fait, il y a vraiment il y a un bénéfice, mais il y a un coût, et le bénéfice disparaît au cours de l'été. Il devient totalement négligeable. Et le coût donc il y a aussi le coût parce que certaines formations ont le droit de mettre des conditions, de dire « j'accepte l'étudiant à condition qu'il fasse sa licence en 4 ans et non pas en 3 ans ». Et du coup, ça affecte les choix des candidats. Donc, ce qu'on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qu'on m'a dit, c'est que les étudiants qui doivent à l'avance dire « je fais 15 vœux et voici mes 15 choix », classés 1er, 2e, 3e jusqu'à 15e, en fait, ça a un côté anxiogène parce qu'ils sont incapables de dire s'ils préfèrent le 12e ou le 13e, en fait. Bon, ça, c'est ce qu'on m'a dit. Je vous répète ce qu'on m'a dit. Donc, une dernière question, parce que ça parle beaucoup quand même. Ça va, vous tenez le coup? Ça va. Bonsoir. Bonsoir. Là, j'ai un article qui vient de sortir des Échos. La transition numérique, un risque écologique. C'est une dernière information, quoi. Enfin, il parle d'un risque écologique avec le développement des outils numériques. Enfin, voilà. Alors, je pense que je ne sais pas de quoi ceci veut parler. L'une des possibilités, c'est peut-être les consommations d'énergie à cause de tout ce qui est numérique.
donc qui consomment maintenant une bonne partie de l'énergie, d'où production de CO2, d'où réchauffement climatique. Une autre possibilité, c'est l'utilisation des métaux lourds. Il y a des métaux rares. Il y a des métaux rares dans vos portables, dans vos téléphones, dans un peu tout ce qui est utilisé dans le numérique. Et ces métaux rares, ils sont présents dans quelques pays et ils sont extrêmement polluants. Les extraire, c'est extrêmement polluant. Et donc là, il y a des questions, il y a des enjeux politiques graves au niveau mondial. Donc oui, c'est vrai qu'on est dans une situation de transition, de grands changements de nos modes de vie, et il y a des conséquences potentielles qui méritent certainement d'être étudiées. Bon, encore une question, mais c'est la dernière. Parce que Madame Claire Vathieu est debout depuis tout à l'heure. Elle marche, elle parle. Bonsoir. Je ne suis pas spécialiste, mais juste, je me disais en écoutant certaines interventions, et la vôtre, je me suis dit, mais en fait, bon, on a tous quelques inquiétudes par rapport aux algorithmes. On a l'impression, effectivement, que ça gouverne un peu la vie, que ça prend des décisions et tout. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est que les algorithmes, en fait, ils sont mathématiquement programmés. Donc, c'est les biais humains qui sont préoccupants. Et dans une des réflexions qui était portée, c'est que le fait, par exemple, qu'un algorithme, il va suivre un certain nombre de procédures, oui, non, oui, non, oui, non, bon, et il va prendre effectivement des décisions sur des grandes échelles, etc., ce que l'humain aurait beaucoup de mal à faire. Donc là, ça va beaucoup plus vite, il va faire du tri, effectivement, etc. Et donc, c'est la programmation qui me paraît être, à la base, poser des problèmes éthiques éventuellement, pas l'algorithme en lui-même, mais la manière, les biais de programmation. Par exemple, le droit à l'erreur, qu'un étudiant devrait pouvoir s'autoriser. Quand on sait que les plus grandes découvertes, ou en tout cas de grandes découvertes, ont été faites par ce qu'on appelle une découverte par sérendipité, c'est-à-dire par hasard, par incidence, et que ça a donné des sacrément belles choses. Donc là, l'algorithme, a priori, ne l'autorise pas, puisque lui, il est préprogrammé d'une certaine manière. Il fait là où on lui dit de faire. Donc je pense que c'est du côté de l'humain toujours qui aura nécessité non seulement de contrôle, mais que les problèmes viennent des biais propres de l'humain. Oui, si je comprends bien, il y a une partie de la question, c'est sur le côté peut-être un peu fantaisiste du fonctionnement avec des humains, qui fait qu'il peut surgir des idées comme ça, qui ne vont pas surgir si tout est parfaitement cadré par un algorithme ou tout est structuré à l'avance. Et puis, bon, je pense qu'on n'en est pas là quand même. Les algorithmes ne sont pas à ce point-là en train d'étouffer notre créativité. Et puis l'autre partie de votre question, c'était quoi déjà ? Non, bon, il y avait l'aspect, effectivement, que l'humain, bon, il s'est aimé, il a une conscience et tout, ce que n'a pas encore la machine. Je ne sais pas si elle y arrivera un jour. Si peut-être le jour où elle sera interfacée avec l'humain, mais pour l'instant, on n'y est pas. Mais c'était que c'est le droit à l'erreur. Oui, le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, pour le cas que je connais, c'est-à-dire Parcoursup, donc sur quoi j'ai travaillé cette année, il y a un droit à l'erreur. Un étudiant peut répondre non à une proposition, et puis le lendemain, il dit « Ah, je me suis trompé. En fait, je voulais dire oui. » Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il a le droit de téléphoner, et il a le droit de changer d'avis, et il est remis, et si entre-temps sa place a été donnée à quelqu'un d'autre, il a mis tout à fait en haut de la liste d'attente pour avoir la première place qui se libère, ce sera pour lui. Donc il y a un droit à l'erreur autant que possible dans ce cadre-là. Ça fait partie des multiples détails qui ne font pas partie de la théorie, mais qui sont indispensables pour avoir un fonctionnement un peu huilé. Pour vous, juste, voilà, j'ai fini là-dessus, qui est au CNRS, est-ce que l'algorithme, je ne sais pas d'ailleurs s'il y avait algorithme, enfin, l'année d'avant, je ne sais plus comment ça s'appelait, avant APB. Voilà, APB, lui, donc, c'était le hasard, sinon la nécessité. D'accord ? C'était un tri, donc une sélection, voilà. Donc, je voulais savoir, d'un point de vue éthique, est-ce que Parcoursup est un progrès, de votre point de vue, par rapport à la loterie nationale ? Il y avait un bout de hasard l'année d'avant. Quand il y a
beaucoup de candidats qui veulent candidater dans une licence. Hein, et une licence, donc que se passait-il avant, l'an dernier? On disait, bon, priorité aux candidats de l'académie, priorité aux candidats qui ont mis cette licence en numéro 1 dans leurs vœux, quelque chose comme ça. Et puis après, ça faisait des gros paquets d'étudiants. Et puis ça ne suffisait pas à décider qui on allait prendre. Et après, dans ceux qui restent, qu'est-ce qu'on faisait? On choisissait au hasard. Donc c'est-à-dire par tirage au sort. Et donc ça a induit beaucoup de... Les gens se sont beaucoup plaints parce qu'il y a un vrai sentiment d'injustice quand on tire au sort. Alors, en fait, le tirage au sort, moi je trouve ça intéressant parce que c'est injuste pour les individus. Un tel qui dit « moi je voulais absolument faire médecine ou absolument faire STAPS, ça fait des années que je fais tout ce que je fais, c'est dans cette direction, et puis le tirage au sort a décidé que ce ne serait pas pour moi. » Alors que tel autre que ça n'intéresse pas, c'est lui qui y va. C'est pas juste. Mais d'un autre côté, c'est équitable du point de vue global. Parce que vous voyez, tout le monde a la même chance d'être pris. Donc le tirage au sort, c'est intéressant et ça a été utilisé pas mal de fois dans l'histoire. Excusez-moi, comment ça se passe avec Parcoursup? Pas de tirage au sort. Oui, mais voilà, une formation... Eh bien, d'accord, donc l'an dernier, la licence, trop de candidats, tirage au sort. Cette année, la licence, trop de candidats, une commission qui fait un classement. Alors, la différence entre les formations non sélectives et les formations sélectives, c'est que les formations sélectives, elles peuvent prendre un dossier et dire « celui-ci, il n'a pas le niveau », on lui répond « non, vous n'êtes pas pris ». Les formations non sélectives, elles vont jusqu'au bout, elles n'ont pas le droit de répondre « non ». Maintenant, s'il y a 5000 candidats pour 50 places, il faut être réaliste, celui qui est classé 5000e, on ne va jamais descendre jusqu'à lui. Ça, c'est vrai. Alors, ce qu'on peut espérer quand même, c'est que celui qui est classé 5000e, il est classé 5000e parce qu'il ne réussirait pas, ce ne serait pas sa place, en fait. Espérons. Tout dépend de la qualité du travail fait par les commissions. Bon, donc, je voulais dire sur le tirage au sort, il y a des exemples historiques qui sont quand même intéressants sur le tirage au sort qui a été utilisé et qui a été accepté socialement. À la fin du XIXe siècle, le service militaire durait entre 2 et 7 ans. Entre 2 et 7 ans. Et comment est-ce qu'on décidait qui allait faire son service militaire pendant 2 ans et qui pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à 7 ans, par tirage au sort? Il y avait un moment dans l'année où il y avait le garde champêtre qui venait, qui battait du tambour, tous les hommes du village en âge à faire leur service militaire qui venaient, et puis on tirait les numéros et on annonçait les numéros de, par exemple, mon arrière-grand-oncle dans son village, il a tiré le numéro 1. Donc il est parti pour 7 ans. Donc ça se décidait par tirage au sort. Et vous voyez, les gens l'acceptaient. Bien que ça ait un impact individuel énorme, c'était vu comme quelque chose d'acceptable, parce que chacun avait la même chance d'être premier ou d'être dernier, quoi. Donc le tirage au sort, c'est pas le fait que le tirage au sort soit injuste, c'est pas quelque chose qui est complètement évident rationnellement. Je pense que c'est vraiment, il y a un aspect, une dimension culturelle à l'acceptabilité du tirage au sort. Bon, merci Claire Mathieu. Donc, on a fini cette soirée. Donc, voilà. Le 18 octobre, il y a une soirée sur les algorithmes aussi, sur les logiciels prédictifs. Donc, ça répondra aussi à beaucoup de questions qui ont été posées ce soir. Donc, merci Claire Mathieu.